Universitaire, hein, parce que Bernadette Ruiz Mimoso est une universitaire de l'université de Toulouse qui a effectivement fait un travail assez complet finalement sur mes différents livres. Il y a pratiquement tous mes livres à l'exception de ce dernier. La vie lui va si bien parce qu'elle avait sorti le livre avant que je ne publie ce dernier, mais il y a tout, hein. Il y a même la bande dessinée, Drôle de Révolution, il y a J'ai fait un drink qui est mon livre graphique, il y a vraiment... Elle a touché absolument à tout et elle a fait de manière très, j'allais dire, professionnelle, scientifique, vraiment le regard d'une chercheuse, critique littéraire. Et elle a intitulé le livre Une écriture plurielle parce que elle parle finalement de la diversité dans le champ de ma création, parce que moi j'ai écrit d'abord sur des thématiques plurielles, donc très différentes. Je n'écris pas toujours sur les mêmes choses, les mêmes propos, mais aussi parce que j'ai touché aussi à d'autres formes de création. J'ai fait des expositions d'art conceptuel, j'ai fait des installations littéraires où j'ai carrément installé par exemple un roman, à savoir Amour nomade, dans des villes, hein, dans l'espace urbain, et je l'ai rendu nomade en le faisant voyager de Copenhague à Rotterdam, de Rotterdam à Cologne. Donc c'est pour ça qu'elle parle de cette écriture plurielle. Donc ça ne se limite pas uniquement à un seul genre ou à une seule approche de l'écriture, mais disons que c'est une écriture, je dirais, ouverte sur tous les possibles. Et je n'exclus pas d'aller vers d'autres directions encore. C'est bon ? Bonsoir, je suis très contente d'être ici à Agora. C'est toujours très chaleureux de venir et de présenter ou d'assister en fait. Et le livre de Yousef Amin Al-Alami m'a marqué parce que il aborde une thématique très personnelle et très proche du lecteur. C'est la relation fils-mère, c'est le fait d'évoquer des mémoires, des souvenirs pour peut-être résister à l'oubli, à la mort. Donc je remercie Monsieur Sbaï de nous avoir donné cette occasion de nous réunir ici, de profiter de cette discussion qui était à la fois intéressante et très riche. Merci. Merci à toi. D'avoir choisi de vous arrêter ce soir ici, dans ce lieu qui respire les mots, pour écouter un texte qui palpite. Ce soir, on ne va pas seulement parler d'un roman, on va parler de ce qui nous tient vivants, l'amour, la mémoire, la voix, de ce qu'on ne veut pas perdre. Le livre que nous présentons ce soir, La vie lui va si bien, n'est pas un récit parmi d'autres. C'est une confidence, une prière murmurée, un dernier geste tendre adressé à une mère qui s'éloigne. C'est un livre qui dit ce que beaucoup taisent, le vieillissement, la perte lente, le silence qui grignote les gestes. Et surtout, c'est je cite, un livre pour attraper un peu de sa lumière, le remplir d'elle, de ses paroles, sa voix, ses silences même, le remplir à ras-bord et laisser son souvenir et flotter à jamais. Il me faut construire un récit pour qu'elle puisse continuer à respirer. Rien ni personne n'a meilleure mémoire qu'un livre. Page 150. Celui qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir est Yousef Amin Al-Alami, que beaucoup connaissent aussi sous les initiales YAE. Yael, c'est ça? Romancier, artiste et enseignant universitaire, il est l'auteur, comme on a déjà vu tout à l'heure, d'une œuvre à la fois marocaine et pleinement universelle. Parmi ses titres, on va citer Un Marocain à New York, Les Clandestins, Même pas morts, Kharib Neb, Big le Grand, et récemment Drôle de Révolution. Ce qui relie tous ces livres, c'est une voix unique, capable de capter le cri du monde et comme les nuances du silence aussi. C'est avec La vie qu'il lui va si bien, il nous offre peut-être son roman le plus intime, le plus bouleversant aussi. Le roman s'ouvre sur une scène de grâce,
un coq promis à l'abattage vient se réfugier contre la djellaba du grand-père. Et ce geste bouleverse le destin. Le coq est sauvé. On comprend très vite que ce texte peut-être va être un livre du sursis, une tentative de différer le mot de la fin, de dire à la disparition, c'est encore trop tôt, pas maintenant, pas encore. Je cite, il attendra patiemment sa mort, comme tout le monde, sans qu'aucune lame ne vienne le chercher, et sans qu'aucune goutte de son sang ne soit versée. Page 13. Youssef Amin, est-ce que ce coq, c'est déjà une métaphore? Est-ce qu'il vous ressemble, ce coq qui choisit la douceur d'un tissu plutôt que le tranchant d'un couteau? Est-ce que ce livre, c'est justement ça, chercher la tendresse dans un monde qui tranche vite? Je vous donne la parole pour répondre. Oui. Il y a le micro. Oui, alors merci, bonsoir tout le monde, merci Sismaël pour l'invitation. Bien sûr, merci Sana pour ta présentation et ta présence. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver ici, à Tétouan. Pas souvent l'habitude de venir à Tétouan, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, répondre à cette question du coq, d'abord, pourquoi commencer un livre qui en principe est consacré à la figure maternelle par l'histoire d'un coq? Bon, ça paraît un petit peu bizarre. En fait, il y a un lien. Je voulais commencer par quelque chose qui serait de l'ordre de l'anecdote, bien que ce soit une anecdote réelle, parce que ce coq, je l'ai moi-même connu lorsque j'étais enfant et que j'allais rendre visite à mes grands-parents à Marrakech, la ville parce que ma mère est née à Marrakech, mon père aussi, mes grands-parents sont nés à Marrakech. Et j'ai souvenir de ce coq qui ne quittait pas mon grand-père. C'est extraordinaire parce que quand même, il faut dire que c'est pas quelque chose de très anodin et puis qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai connu ce coq et surtout je l'ai vu vieillir. Or on ne voit pratiquement jamais un coq ou une poule vieillir. Malheureusement pour eux, généralement ils partent assez jeunes. Et là, je l'ai vu vieillir. Et c'est vrai que ça vieillit vraiment comme un être humain. C'est-à-dire, il faut voir les plumes. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un vieux coq, mais il a perdu les ongles, il commence à perdre les plumes devenaient blanches, vraiment comme un vieillard. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette proximité finalement avec la personne qui lui avait sauvé la vie. Et je trouvais que c'était une belle métaphore, parce que ce qui se passe, c'est que ils ont ramené des poules, évidemment, un coq, etc. Ils avaient des invités. Alors, imaginez, c'est la maison traditionnelle, table d'Ia, avec Ousteba, etc. Et donc, c'est là qu'on égorge les poules et tout. Et puis, pris de panique, le coq. Alors, moi, je raconte qu'il est allé se réfugier chez mon grand-père. Mais en fait, je crois que le coq, c'était juste un instinct de survie, et puis il a eu peur, quoi. Et il a couru, mais bon, il a couru dans la bonne direction. Parce qu'il est allé chez mon grand-père, et mon grand-père a vu immédiatement, il a lu un signe. Il s'est dit, si ce coq, parmi toutes ces poules, etc., est venu chez moi, c'est que quelqu'un me l'a envoyé. Donc il s'est dit, il y a un signe, c'est la providence, c'est le destin, il y a quelque chose, et donc il va interdire à quiconque de toucher à ce coq. Jusqu'à, il leur dit, il mourra de vieillesse. Donc, personne n'a jamais égorgé ce coq, et il est mort d'ailleurs de vieillesse, tout simplement. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette proximité avec le grand-père, c'est-à-dire qu'il ne quittait plus. Il ne quittait plus, finalement, la personne qui l'a sauvé, quoi, qui l'a gracié. Et lorsque mon grand-père tardait à sortir de sa pièce, eh bien, il montait à l'étage et il donnait quelques coups de bec pour que mon grand-père sorte. Enfin, c'est absolument incroyable. Et ça, j'en suis témoin. J'étais jeune, j'étais enfant même, mais je m'en souviens. Et puis ma mère, bien sûr, m'a raconté, elle a complété un petit peu l'histoire. Alors pourquoi j'ai voulu commencer, c'est-à-dire que l'entame du roman se fasse
sur cet épisode-là plutôt. D'abord parce que c'est un des souvenirs de ma mère, c'est-à-dire c'est une des histoires que va me rapporter ma mère. La deuxième raison, c'est que ça va très bien avec le titre du livre, à savoir la vie du Vassilien. Finalement, quand on est épargné, que ce soit par la mort ou uniquement par la maladie, eh bien la vie nous va si bien, nous tous finalement. On est très bien, on se connaît bien quand on n'a pas de problème psychologique, on n'a pas de problème physique, eh bien la vie nous va si bien. Et d'ailleurs je le décris, le coq, une fois qu'il est gracié, il faut voir comment il se comportait. Il se comportait en coq. Et d'ailleurs je dis dans le livre, on va tout de même pas reprocher à un coq de faire le coq. Parce que quand il ramenait d'autres poules, il leur faisait la visite de la maison. C'est vrai. Il leur montrait les pièces et tout, il faisait la visite. Mais il leur disait jamais ce qui les attendait, parce que lui, il savait bien ce qui attendait les autres poules. C'est-à-dire qu'elles allaient passer sous le couteau. Je crois que dans le livre, je dis quelque chose comme il leur dit pas ce qui les attend pour ne pas passer pour un oiseau de mauvaise augure. Voilà, c'est le cas de le dire. Et donc je voulais commencer par ce côté un peu, on a parlé tout à l'heure de réalisme magique, oui. Qui, à mon sens, est quelque chose que nous partageons parfaitement avec la littérature d'Amérique latine, pour une raison très simple, c'est que nous vivons aussi, tout comme les latino-américains, nous vivons dans des sociétés où la frontière entre le réel et, on va dire, on va pas dire le surnaturel, mais en tout cas l'irrationnel, elle est très 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 ténue, elle est très fine, et parfois quasi inexistante. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui sont a priori, voilà, je sais pas, c'est des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens, je parle de Marocains, mais qui vont porter un gris-gris. Parce qu'ils veulent se préserver du suhour, parce que... Vous voyez, donc, en fait, on a... Et alors, je ne suis pas du tout critique vis-à-vis de ça, parce que j'en fais partie. Alors, je ne suis pas mathématicien, mais informaticien. Et par contre, je crois aux esprits, moi je crois aux jeux, je vous le dis de suite, non seulement j'y crois, mais je les ai non seulement vus, mais j'en ai même accueilli pendant une bonne période. Voilà. Donc, non seulement j'y crois, mais bon. Ils ont même élu domicile à un certain moment, je crois qu'ils s'y plaisaient bien, dans mon propre corps. Donc je sais de quoi je parle. Et bon, mais là ça me mènerait trop loin et on irait dans une discussion un petit peu métaphysique. Voilà, moi je te cède la parole comme ça. Voilà. Donc revenons au thème central de ce roman. Il est porté par une figure centrale qui est la mère, pas la mère héroïque, ni la mère idéalisée, une mère qui vieillit, qui chute, qui s'égare parfois, une mère qui ne tient plus vraiment debout, sauf quand on l'appelle maman. Mais ce livre ce que ce livre fait, c'est plus fort que l'hommage. C'est une résistance par la parole. Une tentative de sauver les histoires, les gestes, les tricots, les silences, les odeurs, les voix. Youssef Amin, vous dites à un moment, je cite, « Aujourd'hui, je suis soixantenaire et je suis désormais trop vieux pour qu'on me lise une histoire avant de me coucher. Alors je m'écris quelques-unes à haute voix et j'espère y trouver le sommeil. » Fin de citation, page 54. Est-ce que vous écrivez pour vous consoler ? Ou est-ce que vous écrivez pour tenir en vie ceux qui tremblent ? Oui, alors, là, cette question m'amène à parler probablement des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire en 2018, j'avais publié un livre sur mon père, déjà. Même pas mort. Et ce livre, je l'ai fait, alors, quand je dis sur mon père, évidemment, c'est un petit peu comme ce livre sur ma mère, c'est-à-dire aussi bien mon père que ma mère sont des pré-textes, dans le sens premier, c'est-à-dire un pré-texte. Donc c'est ce qui va faire que je produis un texte. C'est la figure du père ou la figure de la mère. Mais après, évidemment, c'est l'occasion de parler d'un tas de choses.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement ma petite histoire personnelle, etc. C'est la dimension évidemment humaine et la dimension universelle de la chose. À savoir, dans le texte sur ma mère, par exemple, je traite aussi bien de la vieillesse que du grand âge, que de la mort aussi, de la mort, et aussi des liens qu'on peut avoir, des liens de parenté, le lien filial, etc., etc. Et puis aussi d'une chose qui me semble absolument très importante, à savoir que finalement, quand on a la chance de vivre assez longtemps, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais quand on a la chance de vivre et de connaître le grand âge, en fait, on se rend compte que tout ce que la vie nous a donné, parfois elle nous le reprend. Elle le reprend petit à petit d'ailleurs. C'est-à-dire que la vie, finalement, quand on nous donne vie, eh bien, on est impuissant, tout simplement. Et puis petit à petit, on apprend à ramper à quatre pattes, et puis après, on tient dans la position debout. Après, on accède à la marche, et puis après, on peut même courir, et après, on accède à la parole. Et, vous voyez, c'est-à-dire que à chaque fois, on gagne quelque chose de... Et puis, avec le temps, avec l'âge, etc., en fait, et là je reviens à la métaphore du tricot, parce que je pense qu'elle est très importante, et j'imagine que tu vas en parler aussi. Oui, donc je te laisse en parler, et puis je développerai là ensuite, parce que la métaphore du tricot, elle traverse un petit peu, j'expliquerai ensuite pourquoi. Et la vie nous détricote, vous voyez. C'est comme, regardez un peu l'image de quelqu'un qui tricote, donc c'est une maille après l'autre, après c'est une rangée après l'autre, et puis on construit quelque chose, comme dans notre vie, finalement. Et puis après, ça se détricote, c'est-à-dire que voilà, on perd une petite maille, on l'entend moins bien, on regarde, après on est un peu presbyte, on a besoin de lunettes pour lire, après on a peut-être besoin d'un peu plus que ça, après on a des difficultés à marcher, et parfois, malheureusement, on perd la mémoire aussi. Et donc voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui font partie tout simplement de la condition humaine. Et moi, ce que je traite, c'est d'abord ça. Et ce qui m'intéresse, c'est comment la petite histoire, toute petite histoire, qui peut être l'histoire personnelle, intime, familiale, etc., dans une petite histoire à l'échelle de l'humanité. Vous imaginez, vous, on n'est rien, quoi. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette petite histoire, qui constitue tout de même un maillon de la grande histoire de l'humanité, parce que nous, c'est une maille dans une maille, et qui fait que vos parents, voilà, vous ont donné la vie, et vous donnez la vie, etc., etc. Et ensemble, nous construisons finalement un texte qui est l'histoire de l'humanité, de ce qu'elle est, avec le bon, le moins bon, avec un certain nombre de choses. Et donc il ne faut pas non plus sous-estimer finalement juste notre petite histoire. Et quand je disais qu'il y a un parallèle à faire avec l'Amérique latine et la littérature latino-américaine, quand on voit quelqu'un comme Marquez, par exemple, Gabriel Garcia Marquez, qui est sans doute l'un de mes romanciers préférés, franchement, je le classerai parmi au moins les 3 premiers, peut-être le premier même. Voilà. Je pense à William Faulkner, quand même, qui lui-même a eu beaucoup d'influence sur Marquez. Marquez reconnaissait l'influence de William Faulkner. Et franchement, quelqu'un qui a eu le prix Nobel avec une œuvre absolument exceptionnelle, tous ces livres sont situés dans un tout petit village, Macondo. C'est tout. C'est Macondo. Centre de solitude. Entre autres. Mais les autres livres aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire quelqu'un qui a tout situé, toute l'œuvre, qui a une dimension universelle, qui est connue à l'international, qui a eu un prix Nobel. Et donc en fait, de la particularité de l'infime naît l'universel. L'universel n'est pas comme ça, c'est pas un absolu, l'universel. L'universel, on y accède justement par le spécifique, par le local. Et c'est une erreur de croire qu'on va devenir universel parce qu'on va ignorer
ce qu'on est, son identité, son pays, ou parfois même sa petite localité. Macondo, c'est un village. On ne parle pas de Bogota, on ne parle pas de la capitale en Colombie, on parle d'un tout petit village. Et donc, c'est à partir de ça qu'on accepte justement l'universel. Et quand j'ai fait Même pas mort, qui est donc le livre que je lui ai consacré à mon père, c'est différent évidemment parce que Même pas mort, j'ai écrit 25 ans après le décès de mon père. Là, c'est différent parce que j'écris sur ma mère, âgée, très âgée, mais vivante. Elle est toujours vivante. C'est un exercice complètement différent d'écrire sur ses parents alors qu'ils sont vivants. C'est très rare d'ailleurs dans la littérature. C'est très très rare. Généralement, les auteurs, ils écrivent sur leurs parents une fois qu'ils décèdent, pas de leur vivant. Et moi, je voulais absolument, après avoir fait Même pas mort, je me suis dit, j'aimerais quand même faire ce livre du vivant. Et c'est une manière de faire en sorte qu'elle accède à une forme d'immortalité, mais de son vivant. Je ne voulais pas attendre qu'elle... Parce que j'ai quand même vécu avec un regret que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Mon plus grand regret, c'est que mon père ne m'a jamais lu. Jamais. Parce que je n'ai commencé à écrire qu'après le décès de mon père. Pourtant, j'aurais pu. Je veux dire, j'ai publié mon premier livre, j'avais 37 ans. J'ai commencé tard, je veux dire, c'est pas... Donc j'aurais pu. Mais bon, mon père est parti, il n'était même pas arrivé à l'âge de la retraite. Donc, un petit peu tôt. Et voilà, donc c'est comment la petite histoire rencontre la grande histoire. C'est ça qui me fascine. C'est-à-dire comment l'itinéraire de, voilà, mon père, né à Marrakech, qui a fait le lycée Mangin à l'époque coloniale. J'ai retrouvé des documents absolument exceptionnels. J'ai retrouvé la photo de classe de terminale. Il était en terminale en 56. Juste avant l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a eu bac. Et des trucs absolument... il était l'un des fondateurs d'une troupe amateur, Msrah al-Houat, à Marrakech. Et il jouait à la fois et en même temps il était le metteur en scène de cette troupe. Et alors qu'il va voir après un métier dans la sûreté nationale, donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Et comment ça rencontre la grande histoire? Dans Même pas mort, où je parle de mon père, il est question du coup d'état de Scalas, par exemple. On le vit, c'est-à-dire il y a un chapitre, on vit le coup d'état de Scalas, on le vit, on est dedans. On le vit à travers mon père. Mon père est un des rescapés, il était invité au coup d'état de Scalas. Il a échappé de justesse. Il est rentré d'ailleurs avec son costume entièrement plein de sang. C'était pas son sang, c'était le sang de quelqu'un. Et donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu ça. Il est même question du 11 septembre, dans Même pas mort. Alors, 11 septembre, ça s'est passé après le décès de mon père. Décès... Bon, je vous en dis pas plus parce que vous aurez peut-être l'occasion. Oui, et je reviens sur cette idée de... Vous êtes en train de parler de Même pas mort et je me suis rappelé d'un passage que vous citez votre père et vous dites, je cite, j'ai toujours pensé que j'écrivais pour mon père, écrire le plus fort possible pour qu'il puisse entendre mes mots depuis son petit royaume souterrain. Je pensais avoir noirci toutes ces pages pour lui. Maman, je crois à présent que je n'ai jamais écrit que pour toi. Tu n'es pas seulement ma mère, mais toutes les mères à la fois. Sais-tu que pour parler de toi, mes frères et moi, nous ne nous disons pas maman, mais la mère, comme si tu étais la mère de toutes les mères et de toutes les pères réunis, et de tous les pères réunis, pardon. Page 45. C'est là, je pense que ça rejoint votre idée de le personnel rejoint l'universel, parce que chacun de nous, lorsque lit votre roman, il se retrouve à travers les pages, même si les histoires se diffèrent de chaque lecteur. Alors, revenons à cette idée de tricot, parce qu'elle est fondamentale. Moi, je me suis amusée à compter, mais je me rappelle plus combien de fois vous
Vous avez parlé du tricot, tricoter, détricoter aussi, etc. Ce roman tisse, en fait, tricote, il fait et défait. Il reprend, il noue. Et ça, c'est un geste profondément littéraire, mais aussi profondément humain. Tenir ensemble ce qui menace de s'effilocher. Et je cite, « Revenir sans cesse sur ses pas, une maille après l'autre, pour remplir le vide laissé par mon père et ne jamais rompre le fil qui la relie à lui. Je veux qu'elle tricote pour détricoter son deuil et habiller sa solitude. » Fin de citation, page 63. Vous avez utilisé la métaphore du tricot, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, avec une grande finesse. Est-ce que l'acte d'écrire pour vous revient à tisser du lien, reprendre les mailles du souvenir, rattraper ce qui file? Est-ce que vous espérez que ce livre, aujourd'hui, tiendra chaud à d'autres? Oui, donc là, on revient à votre... Oui, alors la métaphore du tricot, elle me vient... c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est tout simplement parce que pour faire ce livre, j'ai déjeuné avec ma mère pendant 3 années d'affilée, pratiquement tous les jours. Sauf quand je suis en voyage, évidemment. Mais quand je suis à Rabat, tous les jours, je déjeune chez elle. Tous les jours, sans exception. D'ailleurs, c'est encore le cas. Même si j'ai fait le livre, j'ai continué sur ma lancée. Et alors, c'est en tête-à-tête. Il n'y a que nous deux. Donc, on discute, etc. Moi, évidemment, je lui ai pas dit que j'allais faire un livre parce que au début, après bien sûr. Elle a compris, mais au début, c'était pas du tout un entretien. J'ai pas fait un entretien avec ma mère. Juste en discuter comme ça, bâton rompu, voilà. Et moi, je glanais des informations, des souvenirs, voilà. J'essayais un petit peu de solliciter sa mémoire et tout. Et en même temps, j'avais en tête ce livre, elle me disait. Et donc, quand je rentrais chez moi, je tissais à ma façon. Et quand je rencontrais ma mère, je la trouvais tout le temps en train de tricoter. Alors, elle tricote depuis toujours. Moi, je me souviens de ma mère, depuis que j'étais... Enfin, depuis toujours. Elle tricote, c'est une espèce de passion, on lui avait appris. Je suis sûr que vous connaissez cette génération de femmes qui tricotent. Et alors aujourd'hui, bien sûr, elle n'a plus la force de faire un tricot pour adultes. Elle fait des petites brassières pour bébé. C'est super sympa, les petites brassières, et à chaque fois d'une couleur différente. Elle mélange les couleurs, elle change les motifs. Et moi, je l'ai encouragée, je lui ai expliqué que c'était un superbe anti-Alzheimer. Et ma mère, l'angoisse qu'elle a, ce n'est pas la mort, pas du tout. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, pas du tout. Elle a un rapport complètement décomplexé avec la mort, mais complètement. Bon, je pourrais vous en dire 2 mots après, parce qu'elle a une attitude face à la mort qui est absolument surprenante. Par exemple, juste voilà, on peut peut-être l'illustrer. Vous voyez ce que c'est la Fatiha Sama. Cet verset du Coran que les gens, voilà, aujourd'hui c'est devenu une tendance, ils impriment un certain nombre d'exemplaires, et dans la soirée funéraire, on distribue la Fatiha Sama, bien sûr, à la mémoire du défunt X ou de la défunte, avec le nom, etc., etc. Et les gens lisent en chœur des versets, etc., à la mémoire de la personne. Je rentre chez elle, elle me dit « Ah, j'ai quelque chose pour toi ». Et elle me donne un livret imprimé, super. En fait, elle en a fait 150. Je ne sais pas comment elle a fait, ma mère ne le sort même plus. Donc elle a eu recours à des gens de la famille. Il me dit, tiens, c'est ton exemplaire. J'ouvre et je trouve Al-Marhouma avec son nom. Je ne cache pas, ça m'a donné la chair de poule. Je vois le nom de ma mère. Alors, et elle est en face de moi. Elle a fait imprimer avec Al-Marhouma. Donc, un rapport, mais incroyable. En revanche, son angoisse, c'est l'Alzheimer.
Voilà. Et moi, j'ai expliqué que le tricot, de même que la lecture d'ailleurs, c'est l'anti-Alzheimer. Parce que quand on lit, on fait des connexions entre les lettres pour pouvoir reconnaître des mots et entre les mots pour des phrases, etc. Donc on est tout le temps en train d'établir des connexions. Et c'est ça, l'anti-Alzheimer, c'est ça. C'est qu'il faut constamment susciter des connexions avec des choses, et c'est pour ça qu'il faut lire des textes un peu, j'allais dire entre guillemets, difficiles parfois. Voilà, qui font travailler. Donc ne pas lire quelque chose de vraiment banal. Bon, on a le droit de lire un article sur le match de foot, voilà, qu'on a, je ne sais pas si on a apprécié, mais en tout cas qu'on a regardé lundi dernier. Mais oui, on peut lire ça, il faut lire ça aussi. Mais de temps en temps, il faut des petites, se donner un petit peu l'occasion de lire des choses un peu plus difficiles. Et le tricot, c'est la même chose, c'est-à-dire que je lui ai expliqué qu'à partir du moment où elle maîtrise un motif, il faut qu'elle aille vers quelque chose de plus compliqué qu'elle n'a jamais fait, et c'est ce qu'elle fait. Donc à chaque fois, elle va vers autre chose, vers... Diversifier. Exactement. Et alors, lorsque je l'observe, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je lui dis, c'est pour qui? En fait, elle le fait. Elle me dit, une fois que je l'aurai fini, la personne se reconnaîtra. Alors, un bébé qui va se reconnaître, qui va savoir que c'est pour lui, c'est assez surprenant. Elle me dit, la personne saura et viendra. Donc, c'est pas le tricot qui va vers le bébé, en fait, c'est le bébé qui va se reconnaître. Et donc, elle fait sans le dessiner à quelqu'un en particulier. Je trouvais ça quand même assez intéressant. Bon. Et puis je l'observais et je la vois, alors que je lui pose des questions, j'essaie un petit peu de glaner des souvenirs, de faire qu'elle me raconte des choses, etc. Et alors elle tricote, et évidemment de temps en temps il faut tirer le fil là, voilà, pour démêler la pelote de laine. Et tout de suite je voyais moi dans ce fil, finalement le fil qui la relie aussi bien à sa mère, à la vie effectivement, qui la relie à sa mère, qui est la personne qui lui a appris le tricot, à sa grand-mère, qui a appris à sa mère, qui lui a appris le tricot. Et donc tant qu'elle tient ce fil qui le déroule, comme tu dis si bien, il y a la vie. Parce que la vie finalement c'est ça, c'est une pelote. Moi je dirais une image qui me semble encore plus appropriée que la pelote de laine, mais quelque chose qui ressemble. C'est vraiment comment on appelle ça, on s'en dit en anglais, le dental floss, le fil dentaire. Vous voyez le fil dentaire? Vous ouvrez, vous tirez, mais vous ne voyez pas combien il reste. On ne voit jamais combien. Donc on tire, on coupe, hop, puis un beau jour on fait 8, hop, il n'y en a plus. Moi je pense que c'est vraiment, il n'y a pas meilleure métaphore que la vie, c'est ça. On déroule et on ne sait pas combien il reste. Parce qu'encore la pelote on la voit, on voit qu'il ne reste plus beaucoup. Mais là, on ne voit pas. Et un beau jour, on tire le dernier fil et voilà. Et donc quand je la voyais faire ça, je me disais, mais c'est extraordinaire, parce que finalement, c'est exactement ce que je faisais. Parce que moi quand je rentrais chez moi et que j'attaquais mon texte, que voici, n'est-ce pas, la vie va si bien, je me suis rendu compte que je faisais exactement comme elle. La différence, c'est que c'est pas un fil. C'est peut-être pas un fil de laine, bien sûr, mais c'est un fil d'encre. Et moi aussi, je tire sur ce fil pour faire quoi finalement? Faire des mailles, parce que l'écriture, c'est ça. C'est une maille, une lettre qui va coller à une autre lettre, à une autre, et puis on va faire un mot, et puis le mot va coller à un mot. Et on va faire une phrase, et puis une phrase avec une phrase, et on va faire un paragraphe, et puis des paragraphes avec des paragraphes. En fait, c'est un texte. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que je pense à cette analogie, parce que quand on réfléchit bien, on sait très bien que le texte et le tissu ont la même origine. C'est pour ça que, absolument, on parle de la trame, tu as tout à fait raison, la trame d'un récit. De même que lorsqu'on fait un tricot, on appelle ça un ouvrage. Ça s'appelle l'ouvrage, comme un ouvrage, comme un livre. On parle du fil de l'histoire, j'ai perdu le fil de... Voilà. Donc en fait, on est absolument dans la même chose. Et on tisse, on écrit, on tisse, et ça crée
texte ou une texture en fonction de ce qu'on fait. Et parfois on a besoin de détricoter, parce que quand on écrit, on ne garde pas tout. Parfois on écrit, puis on se reprend, on enlève une phrase, on la détricote en quelque sorte. Et puis on reprend, et on noue cette histoire avec celle-ci. D'ailleurs, il est question aussi de ma propre. Parfois j'apparais aussi, parfois mon père apparaît, et parfois voilà. Donc c'est un petit peu la même chose. Je trouvais que c'est une forme finalement en métaphore de ce qu'est l'écriture. Et le lien. Oui, entre les deux. Hier, parce que j'ai assisté à votre rencontre dans la librairie Les Insolites, tenue par Stéphanie, que je salue chaleureusement au passage, j'y suis arrivée un peu en retard, mais j'ai tout de même eu le temps d'entendre un mot et qui m'a immédiatement frappée. Simplexité. Vous l'avez évoqué hier. Ce mot dit peut-être ce que ce livre propose. Une forme d'évidence qui n'est jamais simpliste. Une émotion claire qui cache une grande complexité de pensée et de forme. Une écriture qui n'exhibe pas, mais qui touche juste. Ce roman n'a pas d'intrigue au sens classique. C'est-à-dire il n'y a pas de rebondissement, etc. Et c'est peut-être ça sa force. Contrairement à d'autres textes que vous avez déjà écrits, plus narratifs ou symboliques, celui-ci ne raconte pas une histoire avec des rebondissements, mais il nous ouvre un espace intérieur, nous invite à un voyage au-dedans de nous-mêmes, un lieu de mémoire, de sensations, de paroles retenues. Ce que j'ai appelé peut-être une littérature de l'intérieur. Une écriture qui part de l'intime, de la maison, du souffle, du silence, et qui, sans en avoir l'air, nous touche à l'universel. Et cette idée, vous l'avez déjà développée tout à l'heure. Alors je pose cette question, est-ce que cette simplexité est une posture, une recherche littéraire, ou est-ce tout simplement la seule manière juste d'écrire quand on parle d'une mer qui s'efface? Oui, alors, je suis bien content que tu évoques cette histoire de simplicité. J'en ai parlé hier, oui, justement, parce que c'est quelque chose qui me traverse depuis longtemps, pas uniquement dans ce livre d'ailleurs. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est que je suis aussi professeur universitaire. Donc, c'est pas tout à fait la même chose quand on est écrivain, mais qu'on est aussi, par ailleurs, un universitaire. Et qu'on a cette casquette d'enseignant-chercheur. Parce que moi, ça ne me quitte pas, ça ne me quitte jamais, forcément. Dans tous les livres que j'ai écrits, j'ai toujours une période où j'entreprends de la recherche. Donc je vais lire parfois des travaux très, très fouillés, très pointus. Ça peut être d'ordre philosophique, conceptuel, etc. Lorsque j'ai écrit Oussama mon amour, donc sur la thématique du terrorisme, j'ai passé 6 mois environ à lire le concept du 11 septembre, Jacques Derrida et Habermas. J'ai lu les livres de Paul Virilio, la théorie de la violence et de l'accident, etc. J'ai compris des choses vraiment. Alors, je fais vraiment un travail de recherche. Lorsque avant d'écrire C'est beau la guerre, j'ai lu, je me suis énormément documenté sur des archives, sur des témoignages de vétérans de la Première Guerre mondiale, la Deuxième, de la guerre du Vietnam, les Afghans, vraiment un peu tout. Le narrateur et personnage principal de C'est beau la guerre, c'est un comédien de théâtre. Moi, je ne suis pas un comédien de théâtre. Et donc, comment pouvais-je faire parler un comédien de théâtre, d'autant plus qu'il va incarner ces rôles, il va jouer le rôle des absents. Les gens qui sont morts, il va chaque jour venir chez des personnes qui ont perdu quelqu'un, il va l'incarner pour... voilà. Donc, je me devais, moi, de faire ma recherche. Donc, je me suis payé 700 pages de la méthode Stanislavski. C'est-à-dire, c'est la méthode
que les gens qui prennent des cours de théâtre et de tout simplement d'acting, que ce soit théâtre ou cinéma, c'est leur manuel, c'est leur Bible, entre guillemets. Et moi, j'ai dû lire d'abord ça. J'ai dû lire parce que je me devais. Alors ça, c'est vraiment le côté chercheur, quoi. Je ne peux pas juste m'improviser dans un rôle de comédien et lui faire dire n'importe quoi. J'ai besoin. J'avais dans Les Clandestins un chapitre où il y a un photographe espagnol qui cherche évidemment la sensation parce qu'il voulait faire le meilleur cliché pour qu'ils soient en couverture dans une revue européenne. Il va trouver des cadavres, malheureusement, de Haraka, rejetés par la mer, et il va prendre tout son temps pour les photographier avant d'alerter, pour avoir le meilleur cliché possible. Et là, je l'ai fait dans les détails. Il change le filtre en fonction de la couleur de la peau de chacun. Mais moi, je ne suis pas photographe, donc je me suis plus qu'informé, parce que je veux, et je tiens absolument à ce que ce chapitre, s'il est lu par un photographe professionnel, que ça tienne la route. C'est pas, moi j'invente pas des... Voilà. On peut inventer, je peux créer, mais il faut tout de même que ça tienne. Donc j'ai en fait cette... ce qui veut dire que le propos, il est souvent complexe. C'est-à-dire, c'est vraiment... c'est des réflexions, même dans ce livre. Oui, oui. Alors qu'on le lit de manière... Voilà, c'est fluide, c'est... En apparence simple, mais voilà. qui cache... Voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est comment rendre des propos complexes, parfois d'ordre anthropologique, philosophique, bon, ça peut être un peu tout, mais les rendre accessibles. Et c'est là où je parle de simplicité. En fait, moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est de faire quelque chose qui soit simplex, voilà, c'est-à-dire que finalement ce soit quelque chose de profond, mais qui nous est rapporté et raconté de manière, on a l'impression que c'est juste une voix simple, voilà, que ça va de soi presque. Fluide. Bon, et ça, bien sûr, c'est beaucoup de travail, parce que c'est beaucoup plus facile de faire compliqué que de faire simple, beaucoup plus facile. Donc faire simple, ça nécessite énormément de travail. Donc ça, c'est un aspect. Et je vais rajouter quelque chose qui est lié à ce que je viens de dire, à savoir que, en fait, si c'était pour reprendre cette métaphore du tricot, du fil de laine, moi je tricote mes textes avec deux fils essentiellement. Celui du quotidien, donc j'ai un fil, c'est le quotidien. Donc voilà, ça peut être des scènes de café, on y reviendra peut-être. J'ai des scènes de café, etc. Mais à travers ces scènes, on retourne et on arrive à lire finalement le propos, que ce soit sur la condition humaine, sur la nature humaine, mais aussi sur tout simplement l'histoire qui est racontée. Et le deuxième fil, c'est celui du mythe. Mais le mythe, il faut le prendre dans l'acception générale, générique, je dirais, et globale du terme. C'est pas le mythe comme une invention, non, mais c'est comme le symbole, la métaphore, l'allégorie. Donc, comment jouer avec deux fils et tisser avec ces deux fils? Alors pourquoi? Une raison très simple. Alors, le quotidien permet la proximité. Parce que quand on travaille avec des éléments du quotidien, tout le monde peut s'identifier. Il ne peut y avoir d'identification dans un récit, quel qu'il soit, s'il n'y a pas d'élément du quotidien, s'il n'y a pas quelque chose de familier que l'on connaît. Ah oui, la scène du café, oui, moi aussi j'ai été attablé à un café. Ah oui, j'ai pris un café, ceci. Ah oui, sans sucre, parce que ceci. Tout ça, ça nous rappelle des choses. Voilà. Mais après, il ne faut pas s'arrêter. Sinon, on fait un travail documentaire. Vous voyez? Mais ce n'est pas un travail de création. Pour accéder à la création, il faut que ce quotidien soit sublimé par le mythe. Alors, c'est quoi le mythe? C'est-à-dire
Pourquoi le mythe? Parce que le mythe, contrairement au quotidien qui crée la proximité, le mythe crée la distance. Donc il faut cette distanciation. Et c'est cette distanciation qui crée l'étonnement, la surprise. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas créer l'étonnement, la surprise uniquement avec la proximité du quotidien, puisque tout le monde connaît ce quotidien. Mais travailler le quotidien et sa proximité par le biais de la distance et la distanciation du mythe, ça revient à quoi? Mais ça revient tout simplement parce que on lit des choses qu'on a l'impression de connaître, qui nous sont très familières, et on a l'impression de les découvrir pour la première fois, alors qu'on les connaît. On a tous bu un verre de café, on a tous été dans un... on a tous vu des gens, voilà, vraiment lorgnés, des voyeurs, etc. Mais on a l'impression qu'on découvre ce qu'on connaît déjà. Et à mon sens, c'est la meilleure définition de l'art, en général, pas uniquement de la littérature, de la création artistique. Qu'est-ce que la création artistique, finalement? C'est la découverte de ce qu'on connaît. Vous regardez les portraits de Picasso, des portraits de Dorama, ou des nombreuses femmes qu'il a eues. C'est le portrait d'une femme. Bon, on a vu des milliers de portraits de femmes. Et pourtant, on découvre, on a l'impression de voir ça pour la première fois. Comme ça, on n'avait jamais vu un portrait de femme. Donc c'est ça, c'est donner alors, si on s'en tient à la littérature, c'est donner aux lecteurs et aux lectrices l'impression de découvrir ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent déjà. Et les découvrir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'on a toujours vu, mais on le voit avec étonnement. Parce qu'on n'avait pas vu ça exactement de la même façon. Je crois que je vais vous lire, pour illustrer ça, je vais lire un petit... parce que c'est une illustration de... Donc je vais juste mettre un bout de papier pour marquer ce que... Vas-y. Non, parce que là, c'est... Parce que j'ai mentionné café. Oui. Donc, il y a un passage qui me vient à l'esprit, là. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Ouais, c'est ça. Évidemment, en nouant, c'est-à-dire que finalement, il faut que ça nous ramène aussi à ma mère, au rapport à la mère, au rapport au temps, à la vieillesse, à la mort, tout ça. Je ne prends jamais mon café dans une tasse en porcelaine, aussi belle qu'elle soit-elle. Je ne saurais en apprécier l'arôme sans que mon regard passe au travers du verre pour en voir la couleur. Un café bien allongé, et j'insiste auprès du serveur pour qu'il soit très chaud. Je veux que mes doigts avant mes lèvres en ressentent la brûlure. Et sans sucre, le café, pour gratifier mon palais de toute cette amertume. Aujourd'hui, on m'en sert un, mais je n'y touche pas. Pas tout de suite, du moins. Il y a sur le rebord de mon verre de café encore fumant une goutte d'eau. Vous voyez, quand il y a la condensation, vous avez le café, il y a une petite goutte d'eau. Une goutte, voilà. Il y a sur le rebord de mon verre de café, encore fumant, une goutte d'eau. Une simple goutte d'eau, minuscule, et encore plus petite qu'une larme. Voilà, on bascule dans le mitin, voilà, qu'une larme. Il ne faut pas oublier que c'est après avoir déjeuné avec ma mère que je me rends à ce café régulièrement. Voilà, parce que, donc, on fait le lien. Donc, encore plus petite qu'une larme. À travers le verre, elle brille comme un diamant. Et je ne sais si c'est une larme de joie ou d'effroi. Elle glisse à peine, puis se reprend, s'arrête. Oui, c'est parfois elle fait ça, d'ailleurs. Oui. Donc elle glisse à peine, puis se reprend, s'arrête. Elle se fait désirer, ou peut-être n'ose-t-elle pas sauter. Elle sait qu'elle pourrait se perdre dans la nuit noire du café
qu'elle pourrait même s'y noyer, et hésite à franchir le pas. La petite goutte. Je n'arrive pas à détacher mes yeux de cette scène, somme toute insignifiante et pour le moins anodine. Je regarde une simple goutte d'eau échouant dans un verre de café, et c'est ma mère que je vois. Impuissant, je la vois glisser aussi lentement que sûrement vers ce noir profond et sans retour que l'on appelle la mort. Je voudrais que mon verre cesse de pleurer et qu'il ne verse plus aucune larme. L'âme de ma mère ne tient plus que dans une toute petite goutte d'eau. C'est bon. Juste pour... C'est bon.